bien aujourd'hui, je vais vous présenter effectivement une conférence qu'on a intitulée Des molécules pour goûter l'univers. Alors, goûter, ne vous inquiétez pas, il y a des guillemets. Mais c'est un terme qui a été choisi justement bien exprès parce qu'effectivement, ces molécules qui sont quelque chose qu'on n'arrive pas, qu'on ne voit pas, eh bien, on va être capable de les sentir, de les goûter. Alors, tout d'abord, eh bien, comment on identifie un objet dans la vie de tous les jours? Si par exemple je vous montre ça, je pense que tout l'amphi sait ce que c'est. D'accord? Qu'est-ce qui vous a permis d'identifier ce que c'est? La couleur, la forme, la texture, d'accord? Des motifs distincts, les petits points à la surface, la taille, parce que si c'était gros comme ça, ça serait bizarre. L'odeur, éventuellement, qui est une signature chimique. Et donc tout ça, ça nous fait dire que ce sont des fraises. D'accord, je pense qu'on ne se trompe pas quand on dit ça. Maintenant, on éteint la lumière. C'est les mêmes fraises qui sont là, mais on a éteint la lumière. La couleur, ça ne marche plus. La forme, pareil, on n'a plus de renseignements là-dessus. La texture, on ne sait pas. Motif distinct, on ne sait pas. La taille non plus. À la rigueur, l'odeur. Voilà, bon, faut avoir un bon odorat et un fin limier quand même pour trouver un plat de fraises posé sur une table. Vous se trouvez assez proche. Donc tout ça pour montrer que ici, l'élément important, c'est la lumière. Sans la lumière, on n'a pas l'information qui nous permet d'identifier l'objet. Vous avez donc ici la lumière qui est une source d'information. Une source de lumière, elle va éclairer les fraises, ici, notre objet, et la lumière, elle est réfléchie jusqu'à l'œil de l'observateur. Et donc, après, on est capable d'identifier, le cerveau faisant le travail, il identifie l'objet qu'il est en train d'observer. Alors, la lumière, il en existe toutes sortes. La plus connue, celle sans qui la vie sur Terre n'existerait pas, celle qui permet d'éclairer la journée, c'est le Soleil. Le Soleil, c'est lui également qui éclaire la Lune. La Lune, si on la voit aussi brillante, encore plus en pleine Lune, samedi, ça sera la pleine Lune, c'est grâce au Soleil. Donc le Soleil, c'est une étoile parmi tant d'autres. Donc les étoiles sont d'autres sources lumineuses. Si un jour vous avez la chance d'aller dans des endroits vraiment dépourvus de pollution lumineuse, vous allez voir que les étoiles, c'est vraiment une source de lumière intense. C'est-à-dire que j'ai connu un endroit, moi, à La Réunion, 3000 mètres d'altitude, pas de lune, pas de pollution lumineuse. La Voie lactée des étoiles projette une ombre dans la nuit, c'est assez impressionnant. Les flammes, c'est une source de lumière aussi différente. On a les ampoules, bon alors ça c'est les ampoules en voie de disparition, ça n'existe plus trop les ampoules comme ça. Les tubes fluorescents, pareil, on en a ici, mais c'est aussi en voie de disparition. Les lasers qui est une source de lumière assez particulière, une source de lumière monochrome, vraiment très différent de la source blanche polychromatique que le Soleil peut émettre. Le vivant est également capable de produire sa propre lumière par la bioluminescence. Donc on voit ici un exemple avec le ver luisant, mais il y a aussi des animaux marins. Et bien sûr, l'éclairage qu'on voit de plus en plus maintenant, l'éclairage par LED. L'éclairage urbain est en train d'être de plus en plus remplacé par des LED. Donc voilà, tout ça, c'est ces différents types d'éclairage. Mais alors, la spectroscopie dans tout ça, en fait, en 1666, Newton, il va décomposer la lumière. Alors comment il fait? Eh bien, il fait rentrer par le volet de sa maison une petite partie de la lumière du Soleil. Il la fait passer dans un prisme, ici, et en sortie de prisme, on a ce joli arc-en-ciel, ces différentes couleurs qui sortent. Et en fait, il va comprendre, lui, Newton, c'est le premier à comprendre que la lumière blanche contient toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel. C'est ainsi la naissance en 1666 de la spectroscopie. Alors voici une petite photo de Newton. L'expérience Experimentum Crucis, celle qui a permis de démontrer sa théorie. Alors il fait rentrer le Soleil dans le prisme, ça décompose la lumière, et puis il récupère une toute petite partie de ce spectre, on va dire la partie violette, qui refait passer
au travers d'un prisme. Certains à l'époque auraient pensé que ça aurait reproduit un autre spectre. Lui, il voit que non. Le violet rentre dans le prisme, du violet ressort du prisme. Donc il comprend en fait que le blanc, c'est juste la somme de toutes ces composantes de lumière. Ça, c'est la lumière visible. Un peu plus tard, en 1800, il y a William Herschel qui va découvrir un rayonnement qui est invisible et qui va justement nommer les rayons thermiques. Alors pourquoi les rayons thermiques? Tout simplement parce qu'il va les découvrir grâce à des thermomètres. En fait, ils faisaient des expériences, ils cherchaient à voir la température des couleurs. Et vous voyez, là, ils posent des thermomètres. Et il s'est avéré qu'au-delà du rouge, il y avait un thermomètre posé au-delà du rouge et il s'est rendu compte que ce thermomètre, sa température augmentait. Alors il s'est dit, il y a un rayonnement que je ne suis pas capable de voir, mais qui est là parce qu'il chauffe mon thermomètre. Donc, c'est ce qu'on a appelé par la suite le rayonnement infrarouge. Un an plus tard, 1801, il y a Johann Ritter qui, lui, va découvrir le rayonnement ultraviolet, alors par une autre méthode plus chimique, mais il va découvrir le rayonnement ultraviolet. Donc là, c'est de l'autre côté du spectre, du côté des violets, au-delà du violet, il y a encore de la lumière invisible. Nous, on a ici une petite photo de William Herschel et Johann Ritter. Voilà. Alors, cette lumière invisible, je me suis amusé à faire une petite expérience ce matin dans la salle de café du labo. Vous avez 2 tasses. Il y en a une qui est remplie avec de l'eau froide, l'autre avec de l'eau chaude. Photo normale. Bon, je pense que vous avez 50% de chance de trouver laquelle est remplie d'eau chaude. D'accord, si je fais un sondage. Et on a la chance d'avoir au labo, de pouvoir utiliser, grâce à Vincent, un petit appareil photo qui va observer dans l'infrarouge. Donc cette fameuse lumière invisible, lui, il est capable de la capter et de l'enregistrer sur un capteur. Et là, sans jeu de mots, c'est plus la même tisane. D'accord ? On voit tout de suite quelle tasse a l'eau chaude, ce qui peut être pratique pour éviter de se brûler. Voilà, donc c'est exactement la même scène, mais prise avec un autre appareil photo. Donc là, on est dans une gamme de fréquences, on va voir, qui est vraiment différente. On est dans les infrarouges. Alors, justement, voici la lumière, c'est quoi? La lumière, c'est beaucoup plus grand que ce qui est visible. On appelle ça le spectre électromagnétique. C'est ce monsieur-là qui a compris un petit peu comment ça marchait en premier, Maxwell, qui a tout mis ça en équation. Et donc, en fait, on a ici une représentation, cette frise représente tout ce que c'est la lumière. La lumière, c'est tout ça. Et la partie visible, c'est cette toute petite partie ici, coincée entre les UV et les infrarouges. C'est tout. On est obligé de zoomer dessus. Donc, vous voyez, on va de 400 à 800 à peu près nanomètres. On s'exprime en nanomètres quand on parle dans le visible. Et quand on est dans l'infrarouge, on va se déplacer plutôt en micromètres ou microns. Donc, la photo que j'ai faite avant, elle se situe entre 7 et 14 microns à peu près. On va retrouver aussi les micro-ondes, encore au-delà de l'infrarouge. Plus on se décale à droite, et plus on a des grandes longueurs d'onde, et donc des énergies plus faibles. Les micro-ondes, le four à micro-ondes que vous avez chez vous, émet dans ces longueurs d'onde. C'est ces longueurs d'onde qui vont aller exciter nos molécules d'eau, les faire bouger, et plus les molécules d'eau bougent, et plus ça réchauffe votre plat. Au-delà des micro-ondes, on a les ondes radio, et puis les ondes radio à longue portée. Du côté des UV, on va avoir les rayons X. Je pense que vous connaissez tous les rayons X, ces fameux rayons qui permettent de connaître votre ossature par cœur. Et puis, au-delà, les rayons gamma. Donc là, on est dans les hautes énergies. Longueur d'onde très très courte et énergie très très élevée. C'est dangereux ici. Pour en revenir au spectre visible, Newton, quand il l'a observé, il a vu les couleurs de l'arc-en-ciel, il a d'ailleurs trouvé l'indigo que personne d'autre n'a vu et ne reverra jamais. C'était histoire d'avoir cette couleur. Mais il va y avoir un scientifique plus tard qui va déceler quelque chose d'intéressant dans le spectre du Soleil. Il va trouver des espèces de petites raies verticales, de très sombres, et qui sont en fait des raies d'absorption. Où on peut avoir des raies d'émission. Alors vous avez ici un timbre commémoratif de ce monsieur Fraunhofer avec un spectre solaire, des petites raies d'absorption. On a ici, Joseph Fraunhofer, Fraunhofer. Et avec un spectre ici où on voit des raies d'émission, donc c'est l'opposé, au lieu d'avoir des raies sombres
eh bien, on a des raies colorées. Et ici, un joli spectre d'une lampe à hydrogène et qui émet des raies aussi colorées parce que c'est un spectre d'émission. Alors, c'est quoi cette différence émission-absorption? C'est assez simple. Dans le premier cas, on va avoir une source de lumière blanche. Cette source de lumière blanche, elle passe au travers d'un gaz froid. On la fait passer à travers une fente, à travers la fente qu'avait creusé Newton, par exemple, dans sa maison, un prisme, et hop, on obtient le spectre de la source lumineuse avec des petites raies sombres qui vont correspondre à l'absorption de la lumière au travers du gaz ici. Et puis, à contrario, le gaz, si on a un gaz chauffé qui, lui, émet de la lumière, un peu comme ces néons que vous avez ici, si on les observe au travers d'un prisme, on va avoir des raies lumineuses. Si on regarde ces tubes fluorescents à travers un prisme, on va vraiment avoir des raies caractéristiques lumineuses. Voilà, on va y revenir de toute façon après sur l'absorption. Pour comprendre tout ça, il faut arriver à une époque glorieuse de la physique, début du XXe siècle, ce qu'on a appelé la révolution quantique. Tous ces messieurs qui sont ici, quasiment tous, alors je dis ces messieurs, il y a une dame dessus, vous l'avez peut-être tous vu. Alors, c'est la seule femme, mais par contre, ils peuvent tous se mettre à genoux devant elle parce qu'elle a 2 prix Nobel. Un en chimie, un en physique. Voilà, jamais personne n'a refait ça. Tous ces gens qui sont sur la photo, quasiment ont tous, presque tous, des prix Nobel. Hein, voilà. Et en fait, ils ont tous participé à un essor fantastique début du XXe siècle, à l'essor de la mécanique quantique. C'est-à-dire c'est la physique qui a aidé à comprendre comment, d'une part, fonctionne la lumière et comment fonctionne l'infiniment petit. Et le quantique, on va voir ce que c'est, parce que derrière ce mot se cachent souvent plein de choses, souvent même un peu farfelues. Alors, le terme quantique vient de quanta, qui a été introduit par ce monsieur ici, avec son joli sourire, Max Planck, qui, pour essayer de résoudre un problème qu'on avait à l'époque, qu'on appelait ça la catastrophe ultraviolette, parce qu'en fait, à l'époque, on avait une théorie qui marchait plutôt pas mal, sauf que quand on allait dans les ultraviolets, cette théorie, elle s'écroulait complètement. Elle prévoyait quelque chose comme ça qui divergeait. Vous voyez, ici, c'est des graphes. En fait, tout simplement, on a mesuré la luminosité de différentes sources lumineuses à différentes longueurs d'onde. D'accord ? Et en fait, la théorie prévoyait dans les ultraviolets que ça diverge comme ça. Alors qu'on voit bien que ce n'est pas le cas. Ce qu'on mesure, c'est plutôt des choses comme ça. Donc, ça n'allait pas. Et il s'est dit, pour résoudre ce problème, je vais introduire une notion de petit paquet de lumière. Alors, il n'y croyait pas du tout. Pour lui, c'était un petit artefact mathématique pour aider à résoudre son problème. Et ce petit paquet de lumière, on a appelé ça un quanta. OK ? Et donc, en introduisant ça, eh bien, il résout son problème. Il obtient bien les mêmes courbes théoriquement que ce qu'il observe. Et donc, généralement, en physique, quand on arrive à reproduire quelque chose qu'on observe, on est plutôt content et on se dit que le modèle marche. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, c'était en 1900. Donc, ces petits paquets d'énergie, ils les appellent les quantas. Donc, la mécanique quantique, c'est tout simplement la mécanique de ces petits quantas. Alors, c'est quoi ces petits quantas ? Eh bien, c'est tout simplement ce que plus tard, on va appeler des photons. Alors, on a ici l'effet photoélectrique. Qu'est-ce que c'est ? On a une plaque conductrice, donc qui est une plaque conductrice, c'est-à-dire avec plein de petites charges négatives, des petits moins comme ça. Le Soleil envoie ses rayons, donc son rayonnement, c'est des petits quantas d'énergie, c'est des photons, qui vont aller sur cette plaque conductrice et qui vont éjecter des électrons, des photoélectrons. Alors, ceci, ça a été trouvé par ce monsieur-là, qu'on a vu tout à l'heure sur la photo, sauf que là, il était beaucoup plus jeune. Et c'est ce qui lui a valu en fait son prix Nobel. Malgré toutes les découvertes qu'il a faites de relativité restreinte, relativité générale, il a eu le prix Nobel pour cette découverte, la découverte de l'effet photoélectrique. Et je pense que vous connaissez tous une utilisation actuelle de l'effet photoélectrique, sans savoir forcément que c'est le photoélectrique. Voilà, c'est les panneaux solaires. Les panneaux solaires, c'est tout simplement l'utilisation de l'effet photoélectrique. Alors, il y a une autre expérience qui est fondamentale aussi à l'époque, qui s'appelle l'expérience des fentes Young. Alors ça, elle est vraiment géniale. Parce qu'on voit que là, on introduit des petits paquets d'énergie, donc la lumière serait des petits corpuscules, mais pourtant, il y avait une expérience à l'époque qui était quand même très connue, l'expérience Young, et qui montrait que la lumière se comportait comme une onde. C'est-à-dire qu'on passait
on faisait passer la lumière à une source lumineuse, on fait passer cette lumière à travers deux fentes et on obtient une figure caractéristique de diffraction. Et ça veut dire que la lumière se comporte comme une onde. Donc il y a quelque chose, il y a une certaine dualité quand même qui pose problème. Et encore plus drôle, plus tard, on remplace cette source lumineuse par des particules plus grosses. Par exemple, des électrons qu'on va envoyer un par un. Parce que maintenant, les scientifiques savent faire. Et si on les envoie un par un au travers de ces fentes, vous voyez ce qui s'affiche petit à petit. Au début, on a l'impression que c'est un peu distribué aléatoirement, mais plus on en accumule, et plus on va retrouver ces figures de diffraction. Donc là, on se dit, il y a quand même quelque chose qui est bizarre, parce que, bon, j'envoie des électrons un par un, on le fait même avec des atomes, hein. Donc même encore avec plus gros que ça. On se dit, ben non, c'est pas des ondes ces trucs-là, normalement, on sait que c'est des particules, bah, pourtant ça se comporte comme des ondes. Alors, c'est quoi le problème? C'est ni onde, ni corpuscule, du coup. Et bien en fait, il faut voir ça comme le fait que les particules sont quelque chose qu'on ne peut pas appréhender aussi facilement. C'est une vision, ça va dépendre de comment on les regarde. D'accord? On a ici la petite métaphore où on a un petit bonhomme qui regarde ce cylindre. Et de l'angle où il le regarde, lui, ce cylindre, il voit quoi? Il voit un disque. Alors que ce petit bonhomme-là, il le regarde d'un angle où, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un carré. Donc, qui a raison entre les deux? Eh ben, ni l'un ni l'autre. Parce qu'en fait, ce disque ou ce carré, c'est plus que ça. C'est dans une dimension qu'eux ne peuvent appréhender. C'est un cylindre. Eh bien, pour les particules, c'est exactement pareil. En fait, au niveau quantique, la nature des objets, elle est très, très différente de ce que nous connaissons classiquement. Et donc ça, c'est toujours un peu particulier. Alors, ces braves scientifiques qui ont travaillé sur la mécanique quantique, on a notamment ce monsieur-là qui est Niels Bohr, qui lui, il va du coup quantifier l'atome. Il va créer ce qu'on appelle l'atome de Bohr. L'atome de Bohr, c'est quoi? Eh bien, c'est un atome composé d'un noyau, avec des charges positives et des charges positives et des charges neutres. Et autour, on va avoir les électrons qui sont les charges négatives. Et ces électrons, ils vont être capables d'orbiter à des orbites bien précises. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir se trouver entre deux orbites. Ce n'est pas possible, ça sera interdit. Ils vont avoir des niveaux d'orbite très définis. L'absorption, du coup, il l'interprète comme un électron qui absorbe un photon, et en absorbant cette énergie, il va monter d'un niveau. D'accord? Il a de l'énergie en plus, du coup, il monte d'un niveau. Et l'émission, eh bien, c'est un électron qui va émettre un photon, et du coup, il perd de l'énergie, il descend d'un niveau. Et ça, c'est la quantification de l'atome. Alors, on sait maintenant que c'est un peu plus complexe que ça, mais cette vision des choses va déjà pouvoir décrire très très bien l'atome d'hydrogène. Aujourd'hui, on a une vision de l'atome qui est beaucoup plus complexe, comme vous pouvez voir ici, avec des orbitales atomiques qui sont plus complexes que ce qu'on pensait à l'époque, mais quand même, c'est quelque chose qui a révolutionné. Alors, cette vision novatrice aussi, on la doit grâce à ces scientifiques-là, Heisenberg et Schrödinger. Schrödinger, très célèbre pour l'équation qu'il a formulée et qui est à la base de la mécanique quantique. Alors maintenant, parce que c'est le sujet de la conférence de ce soir, les molécules. Alors les molécules, vous avez ici donc les transitions électroniques, transitions entre les électrons qui voyagent sur leurs orbitales. Et vous pouvez aussi avoir des transitions vibrationnelles. C'est-à-dire que la molécule, en plus, elle va pouvoir vibrer. Et dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des petits niveaux supplémentaires qui se font, qu'on appelle ça des niveaux vibrationnels. Et encore plus petits, si on zoome dessus, on va avoir des transitions rotationnelles qui vont représenter la rotation de la molécule. Donc, c'est-à-dire qu'en analysant précisément des niveaux d'énergie de molécules, on va être capable d'apprendre plein de choses sur comment elle vibre, comment elle est en rotation. On apprend plein de choses sur la matière. Et donc tout ça, ça va nous permettre de faire de la spectroscopie de
plein de choses. On a ici un très beau spectre du méthane qui a été fait par des collègues à nous et dont on a fait les modèles ici dans l'équipe. Et le méthane, c'est important pour notamment, par exemple, étudier ici l'atmosphère de ce satellite de Saturne, qui est le satellite Titan, ici vu en infrarouge. C'est pour ça d'ailleurs qu'on arrive à voir sa surface, parce que normalement Titan, c'est un satellite avec une énorme atmosphère très opaque et on n'arrive pas à voir sa surface. Ici, on peut la voir parce qu'on observe en infrarouge. Voilà, et là, vous voyez ici en rouge un spectre expérimental et en bleu un spectre fait par des calculs en utilisant les calculs de la mécanique quantique. Alors, on va voir ça tout à l'heure un petit peu plus en détail, mais maintenant, il faut essayer de comprendre en fait d'où vient déjà cette matière, parce que c'est bien beau de se dire on va essayer de goûter les molécules dans l'univers, dans le milieu interstellaire, mais d'où vient toute cette matière? Alors, pour ça, il faut revenir à l'origine de la matière, c'est les atomes, d'accord, on va dire. Bon, il y a encore plus bas que les atomes, mais bon, déjà l'origine des atomes, eh bien, ça vient d'où? Le Big Bang, c'est l'événement qui a produit énormément d'atomes. Alors, lui, ce qu'il a produit, il n'a pas produit tous les atomes qui existent, il a essentiellement produit l'hydrogène, tout l'hydrogène, beaucoup d'hydrogène qui est actuellement dans l'univers provient du Big Bang. Donc en fait, nous, corps humain, on est composé de, je ne sais plus, 80% d'eau. L'eau, c'est H2O. Eh bien, nos atomes d'hydrogène qui sont dans notre corps, pour 75%, ils proviennent du Big Bang. Donc vous êtes tous ici des poussières du Big Bang, en plus d'être des poussières d'étoiles, comme disait Hubert Reeves. On a aussi de l'hélium, et puis différentes sortes d'hydrogène d'hélium et de lithium créés à ce moment-là. Mais on a aussi les atomes qui ont été créés par la suite, qui ont une origine stellaire, c'est-à-dire les étoiles. Les étoiles, quand elles meurent, elles vont répandre de la matière dans l'univers. C'est d'ailleurs, je disais poussière d'étoiles d'Hubert Reeves, c'était ça qu'il voulait dire, c'est-à-dire que les étoiles, elles ont aussi ensemencé l'univers avec leur mort, en fait. Donc on a les étoiles de faible masse, style le Soleil, qui vont produire de l'hélium, du carbone, de l'azote, de l'oxygène. Mais on a également des événements plus violents, les étoiles massives, qui, elles, peuvent produire des éléments plus lourds, des fusions d'étoiles à neutrons, qui sont encore des éléments encore plus violents. Vous voyez, ça produit de l'or. Donc par exemple, tous vos bijoux en or, vous avez vos bijoux en or, eux, ils ont été créés peut-être par des fusions d'étoiles à neutrons ou par des supernovas. Voilà. C'est plutôt marrant, vous regarderez vos bijoux différemment peut-être. Alors ça, c'est une petite image qui illustre un peu ça. C'est une image d'une nébuleuse planétaire. C'est quoi une nébuleuse planétaire? Alors il y a le mot planète, mais c'est très mal trouvé, parce qu'à l'époque, quand on regardait ça dans un télescope, ça ressemblait à une planète. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec une planète. Une nébuleuse planétaire, c'est une étoile en fin de vie, et qui a toutes ces couches, elle répand toutes ces couches. Alors pas de façon très violente forcément, mais il y a un vent très fort qui souffle toutes les couches de l'étoile dans l'univers. Et là, en fait, ici, cette photo, elle a été prise avec des filtres spéciaux. Un filtre qui laisse passer une raie spéciale de l'hydrogène, et qui va être en rouge ici sur l'image. Et un autre filtre qui laisse passer une raie spéciale de l'oxygène, et qui va être en bleu sur cette image. Donc on voit ici en fait deux types d'atomes différents qui sont dispersés dans le milieu interstellaire suite à la mort de cette étoile. Donc au centre, il doit y avoir une petite naine blanche quelque part qui continue d'exister. Voilà. Alors maintenant, venons-en aux molécules. Qu'est-ce que c'est une molécule? C'est un assemblage d'atomes. D'accord. L'univers, après le Big Bang, où au Big Bang, il a une température énorme, sa température décroît jusqu'à arriver à 3000 K et 3000 Kelvin à peu près, et là, il commence à y avoir de la matière. Mais l'univers, il continue de descendre en température, et donc des molécules vont pouvoir commencer à s'associer. D'accord? Si l'univers est trop chaud, c'est pas possible. Les molécules, elles peuvent pas s'associer, elles peuvent pas vivre dans un milieu trop chaud. Et donc, on pense que la première molécule à avoir existé, c'est celle-là, un atome d'hélium et un atome d'hydrogène plus H+. En fait, un H+, c'est quoi? L'atome d'hydrogène, c'est un proton avec un électron autour. Eh bien, le H+, c'est on enlève l'électron. On enlève l'électron, donc il n'y a plus qu'un proton.
Voilà, le H+, c'est juste un proton. Eh bien, les deux se sont liés pour faire ce qu'on appelle l'hydrure d'hélium. Ce serait la première molécule qui a été créée dans l'univers. Elle a été synthétisée en laboratoire dès 1925. Pourtant, elle a été détectée dans le milieu interstellaire pour la première fois en 2019. Voilà. Donc vous voyez, ce n'est pas parce que c'est la première à avoir été créée dans l'univers qu'elle est facile à détecter. Elle est au contraire très difficile. Et on verra, elle a été détectée grâce à un appareil qui s'appelle SOFIA. Je vais vous le présenter après. Alors depuis, par contre, les scientifiques ils ont fait énormément de progrès en détection. Vous pouvez voir ici le graphique des détections de molécules depuis les années 40 à aujourd'hui. Alors on l'a mis à jour cette semaine avec Vincent, c'est les dernières données mises à jour. Actuellement, on en est à 307 molécules découvertes dans le milieu interstellaire, avec des molécules qui vont comporter de 2 à 70 atomes. Alors 70 atomes, pour un chimiste ou un biologiste, ça le fait rire quand on dit que c'est une grosse molécule. Pour des physiciens comme nous, je vous assure, c'est des très grosses molécules. Voilà, déjà 15, c'est compliqué. Et on va y trouver beaucoup de molécules organiques. C'est quoi une molécule organique ? Une molécule organique, c'est une molécule qui comporte du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène ou de l'azote aussi. Toutes les bases du vivant. Alors voici le petit tableau que vous n'avez pas à apprendre par cœur, vous inquiétez pas. Surtout qu'il évolue constamment. C'est les 307 molécules qui sont découvertes à ce jour. Alors, le milieu interstellaire en quelques chiffres. Donc début 2025, on a 307 molécules, je vous l'ai dit, qui ont été détectées. Ok, super. La molécule la plus abondante, c'est H2, celle-là, et suivie d'assez loin par le CO, le monoxyde de carbone, une molécule très connue, c'est celle qui malheureusement asphyxie beaucoup de gens chez eux quand ils ont des problèmes de chauffage, ils peuvent s'asphyxier avec du CO. Ça, c'est une molécule qui est très présente dans l'univers. Les molécules les plus grosses qui sont détectées dans le milieu interstellaire, c'est celle-là, le C60, belle molécule composée exclusivement de 60 atomes de carbone en forme parfaite de ballon de foot, ou sa consoeur C70, c'est pour les fans de rugby, il en faut pour tout le monde, donc un peu plus ovale, 70 atomes. Le milieu interstellaire, encore en quelques chiffres, donc le H2, c'est omniprésent dans l'univers. Seulement, c'est plus difficile à observer. Alors, pourquoi ? Parce que H2, c'est une molécule, vous voyez ici, qui est symétrique. En fait, elle a une répartition de charge qui est uniforme, et donc ça fait qu'on ne peut pas l'observer facilement. D'accord ? Mais ça reste quand même la molécule la plus abondante de l'univers. Mais voilà, elle est impossible à détecter justement avec des radiotélescopes à cause de cette symétrie, de cette répartition uniforme des charges. Également, elle a des transitions électroniques trop énergétiques pour être observées avec des télescopes optiques, des télescopes qui observent dans le visible. Et donc, la solution, c'est de l'observer dans l'ultraviolet. Mais le problème, c'est que l'ultraviolet... Enfin, j'ai le problème, pas pour l'humain, parce que les ultraviolets, ils sont arrêtés par la couche d'ozone. Et c'est tant mieux, parce que sans ça, on ne serait pas sur Terre. Mais ça fait que quand on veut observer dans l'ultraviolet, il faut sortir de cette atmosphère. Alors, on le fait avec des télescopes spatiaux, ou on peut le faire avec des fusées-sondes qui vont juste au-dessus de cette couche d'ozone, et on peut observer dans l'ultraviolet. Pour le CO, lui, par contre, donc, qui est la deuxième molécule la plus abondante, c'est un traceur qui va être idéal. Vous voyez qu'elle n'est pas du tout symétrique, celle-là. Elle a une répartition de charge qui ne va pas être aussi homogène. Et elle, on va pouvoir l'observer avec des radiotélescopes. Et on l'observe très facilement. D'ailleurs, sa première détection date de 1970. Donc voilà, elle a été observée très facilement. Elle a un rôle qui est donc fondamental, et ça va être privilégié pour l'observer pour avoir des informations sur les nuages moléculaires. On va plutôt privilégier le CO, qui est facile à observer, plutôt que H2. Alors, je vais revenir maintenant sur le principe de la spectroscopie, comment on arrive à comprendre et à mesurer tout ça. Je vous ai parlé tout à l'heure des spectres en absorption, je suis passé assez vite dessus, mais je vais revenir plus en détail. Donc en fait, comment ça marche tout ça ? On a notre source de lumière. La source de lumière, ça peut être le soleil, mais quand on est dans l'univers, ça peut être n'importe quoi, tout ce qui émet de la lumière. Cette lumière, elle va passer dans un échantillon gazé, donc on imagine une étoile, qui va illuminer son environnement proche. Et son environnement, il y a du gaz plus froid. Donc les rayons lumineux passent au travers de ce gaz. On utilise un élément dispersif. Tout à l'heure, on utilisait un prisme. Newton utilisait un prisme.
Plus après, les scientifiques ont plutôt utilisé des réseaux. Ça permet d'avoir des choses des spectres plus précis. Et donc on disperse la lumière sur un détecteur et on obtient notre spectre. Ici, donc un spectre solaire avec les raies d'absorption qui ont été mesurés précisément. Alors maintenant, on a vu tout à l'heure que la molécule, selon comment elle se comporte, ça ne correspond pas au même niveau d'énergie. Et en effet, on a plusieurs niveaux d'énergie. Si on veut regarder les réactions nucléaires, quand je dis nucléaire, c'est qui se passe au niveau du noyau. D'accord ? Et bien là, on va plutôt observer le spectre dans les rayons X ou les rayons gamma. On est dans le domaine très énergétique, de petites longueurs d'onde. D'accord ? Ensuite, si on veut regarder des transitions électroniques, c'est-à-dire des déplacements d'atomes qui montent d'un niveau ou qui descendent d'un niveau, d'un ou plusieurs niveaux d'ailleurs, et bien là, on va plutôt être dans le visible ou l'ultraviolet. D'accord ? Avec les exemples ici que vous avez en face de spectres correspondants. Quand c'est les vibrations de la molécule, là, on va plutôt observer dans l'infrarouge. C'est ce qu'on fait avec Vincent ici dans notre équipe. On travaille essentiellement en infrarouge. On observe énormément de molécules en infrarouge. Et en infrarouge, c'est bien quand les molécules, justement, elles sont symétriques, elles ont leur répartition de charge assez uniforme, qu'on ne peut pas les observer en radio, ici, qu'on ne peut pas observer leur rotation, hein, parce que quelque chose de symétrique qui tourne, on ne le voit pas tourner, en fait. Eh bien, on va les observer en infrarouge. Donc, les grosses molécules, je vous avais montré, le C60 et C70, ont été, par exemple, observées en infrarouge et pas en micro-ondes ou radio, qui sont généralement le domaine où on observe le plus de molécules dans le milieu interstellaire. Voilà. Alors, ça, je vous parle d'observation dans le milieu interstellaire, mais on a besoin de faire des mesures en laboratoire. C'est quelque chose d'important. Avant de construire un modèle et de faire des détections, on a besoin de faire des mesures en laboratoire. Ici, vous avez un laboratoire avec un joli spectromètre à transformer de Fourier. Donc derrière ce nom assez compliqué, c'est un spectromètre, c'est un prisme hein, quelque part, un prisme avec un détecteur, mais un petit peu plus complexe. Il se trouve au synchrotron Soleil. On va avoir une petite vue de ce que c'est le synchrotron Soleil. C'est pas loin de Paris. Et aussi, pour générer de la lumière, eh bien, on a différentes façons. Si on veut observer en micro-ondes, on va utiliser, ou dans les ondes radio, on va utiliser des générateurs de radiofréquences. On peut aussi utiliser des sources de lumière en infrarouge, donc des sources qui sont chauffées et qui vont émettre fortement en infrarouge. Tout ça, ça va générer de la lumière. On utilise aussi des lasers. Vous avez ici notre collègue Arnaud Cusset, co-auteur du livre, qui est en train de s'amuser avec un laser dans le verre. Donc ça aussi, c'est des sources de lumière qui sont utilisées, dans lesquelles on va bombarder des échantillons de gaz pour pouvoir les analyser, faire des spectres. Et je vous montrais le synchrotron Soleil, c'est cet appareil-là. Le synchrotron, je pense que vous avez tous entendu parler de l'accélérateur particules qui est au CERN, le grand accélérateur, hein, où on a un grand cercle et on fait se collisionner des particules. Alors si on fait ça, c'est pas parce que c'est drôle, c'est parce que ça apprend plein de choses sur l'univers. Et ici, on a un appareil qui est sensiblement pareil, à ceci près qu'on ne fait pas collisionner les particules ici. Ce n'est pas un collisionneur, c'est juste un appareil où on fait tourner des particules. Hein, ça paraît pas fou comme ça, mais en fait, en faisant tourner les particules chargées qu'on va faire tourner parce qu'il y a des aimants tout au long du trajet, et donc on va contraindre leur mouvement. Eh bien, en fait, en faisant ça par un phénomène physique, ces électrons vont créer un rayonnement qui s'appelle le rayonnement synchrotron. Et ce rayonnement, il a pour particularité d'émettre dans toutes les longueurs d'onde quasiment. Donc on est capable d'avoir une lumière très pure, très intense, dans plein de domaines de longueur d'onde. Et ça, les scientifiques, ils adorent, ils sont super contents. C'est-à-dire qu'au synchrotron, vous voyez, ici, c'est des petits labos qui sont sortis, on appelle ça des lignes. Donc on fait sortir le faisceau sur ces petites lignes. Et ben, il peut y avoir un petit labo qui bosse dans les rayons X, un autre dans les UV, un autre en infrarouge, et ainsi de suite. Donc c'est quand même plutôt pas mal, c'est pas mal fait. Ce synchrotron, voilà une petite vue aérienne, hein, c'est un gros bébé quand même. Donc on a la chance, nous, des fois d'y aller, d'aller observer là-bas. Et donc ça, c'est une source possible d'observation. Il y a aussi, ça je pense que vous connaissez plus, l'observation optique
avec des télescopes, les télescopes optiques. Ici, vous avez en image le VLT, Very Large Telescope, qui est situé au Chili, qui est assez vieux maintenant, mais qui produit toujours de très, très belles images. C'est composé de 4 gros télescopes et de 4 plus petits. Et bien sûr, ces télescopes sont équipés de spectromètres, dont je ne vous en parlerai pas spécialement ce soir. On a ici l'image d'un spectro qui est installé là-bas. Donc, vous voyez, avec le technicien en photo, bon, ça commence à être plutôt costaud. Mais bon, les scientifiques, ils ont la folie des grandeurs un petit peu. Et actuellement, les Européens construisent le plus gros télescope européen, le plus gros télescope du monde même, qui aura un miroir de 39 mètres de diamètre à peu près. Voilà, donc c'est vraiment un beau bébé. Là, c'est une photo prise fin 2024, donc la construction avance bien. La première lumière est prévue en 2027 et le projet devrait ressembler à peu près à ça. Voilà. Alors malheureusement, petite parenthèse, actuellement il y a un projet de mégastructure dans le Chili qui va dégrader normalement la qualité du ciel. Malheureusement, le Chili qui est un havre de paix en termes d'éclairage, ça risque de changer. Bon, c'est assez dommage, mais les scientifiques ne peuvent pas y faire grand-chose. Bien sûr, ce télescope, le LT, sera équipé de spectromètres, encore plus gros, hein, pour remonter à l'origine de l'univers et en comprendre beaucoup plus. Alors là, on est dans le domaine optique, d'accord ? Un miroir qui reflète la lumière. Mais bien sûr, je vous ai parlé tout à l'heure de radiodétection, ou dans ondes radio, micro-ondes. La frontière est assez fine, les antennes peuvent faire les deux. On a ici le réseau de radiotélescopes qui se trouve également au Chili, le réseau ALMA. Et donc, c'est ces antennes-là qui, par exemple, quand je vous ai montré le graphe de découverte des molécules, ce réseau de télescopes, il en est à l'origine de beaucoup de détections. Vraiment. J'ai eu l'occasion de travailler sur des données de ces télescopes. Et voilà, il y a plein de data qui n'ont pas encore été analysées tellement que ça en produit. Voilà. Donc, bien sûr, vous pouvez voir que on n'est pas dans l'optique, il n'y a pas de miroir, c'est des antennes, on dirait des paraboles que monsieur, madame, tout le monde ont chez eux. C'est des grosses antennes et on capte les émissions radio qui proviennent de l'univers, radio et micro-ondes. Quand on veut s'affranchir de l'atmosphère terrestre, eh bien, on prend l'avion. C'est une des solutions. Alors, bien sûr, on ne s'affranchit pas de toute l'atmosphère, parce que l'avion, il aurait du mal à voler sinon, mais on peut quand même passer les basses couches de l'atmosphère. Et vous voyez ici, c'est le projet SOFIA de la NASA. Et c'est avec ce projet-là, dans lequel un spectromètre est embarqué, qui l'a détecté en 2019, donc la fameuse molécule dont je vous ai parlé, HEH+, donc voilà, découverte grâce à ce petit truc. Honnêtement, ça ne doit pas être facile à gérer l'expérience dans un avion. Je trouve ça assez marrant. Voilà, il suffit de voir quand on fait des vols long courrier, comment ça bouge des fois. Donc oui, pourquoi passer cette atmosphère ? Parce que cette atmosphère, elle nous gêne. Cette atmosphère, oui, elle est transparente dans le visible. Et encore, dans le bleu, elle commence un peu à être pas top. Hein. Vous voyez que dans le visible, si elle est assez transparente, moins dans le bleu et dans le violet, dans certaines régions, elle est vraiment pas du tout transparente. Donc si on veut observer dans ces régions-là, dans l'infrarouge, eh bien, ça va poser problème si on est dans l'atmosphère. C'est là où il va falloir s'extirper de l'atmosphère. Alors, cette absorption, elle est due à quoi ? Elle est due justement aux molécules qui sont présentes dans l'atmosphère terrestre. On a notamment O3, l'ozone, qui absorbe énormément où ? Dans l'UV. Donc, l'absorption, elle est plutôt pas mal dans plein de cas. L'H2O, l'eau, qui absorbe énormément. Vous voyez que essentiellement, les fenêtres atmosphériques sont dues à l'eau. C'est quoi ça ? C'est l'eau qui participe à l'effet de serre. L'eau, c'est le principal gaz à effet de serre. Alors, quand les gens entendent effet de serre, ils se disent « Oula, c'est pas bien l'effet de serre généralement ». Si, dans le cas de l'eau, c'est bien. Sinon, sur Terre, il ferait froid. On serait plus dans les moins 18 degrés si on n'avait pas cette atmosphère avec l'eau qui piège certains rayons infrarouges et qui permettent à la Terre de se réchauffer. Par contre, là où c'est moins bien, c'est quand on regarde ces molécules, donc type CO2, où là, on a de l'absorption et une très forte absorption ici, par exemple, en infrarouge. Et là, par contre, c'est beaucoup moins bien parce que le CO2, déjà, il a une durée de vie qui est longue, de plus de 100 ans.
Et c'est beaucoup moins bien. Alors après, on n'a pas que le CO2, on a aussi le méthane ici qui va énormément absorber, et puis plein d'autres molécules qui participent au fameux réchauffement climatique, au dérèglement climatique qu'on mesure actuellement. Donc voilà, sortir de l'atmosphère, c'est quelque chose qui est essentiel. Alors bien sûr, pour sortir de l'atmosphère, si on n'a pas l'avion, si on veut vraiment aller plus loin, on a les télescopes spatiaux. Un des plus célèbres d'entre eux, c'était le télescope Hubble, qui depuis le 25 décembre 2021 a été remplacé par le James Webb Telescope, ce super télescope-là, qui se trouve un peu loin de la Terre. Hein. Lui, s'il lui arrive un pépin, il ne peut pas être réparé comme on réparait Hubble. Il se trouve à 1,5 million de kilomètres de la Terre, dans un endroit assez spécial de l'orbite où c'est assez stable, et qui lui permet de ne pas être gêné par la Terre et de faire de belles observations. Et donc ce télescope, lui, bien sûr, il est embarqué d'un spectromètre également, qui fait de jolis spectres. Alors comment ça marche à son bord? C'est assez impressionnant, c'est-à-dire qu'il va faire une photo d'objets, il est capable de faire des photos du ciel. On a ici une photo d'objets du ciel profond. Il quadrille cette image, et puis il va mettre des petites fentes sur les objets dont il désire faire le spectre, et hop, il obtient le spectre. Donc en fait, sur un seul champ, il est capable de faire plusieurs spectres. C'est plutôt pas mal, c'est un gain de temps énorme, et ça permet aux scientifiques vraiment d'obtenir plus de spectres. Voilà. Alors ici, on a des photos du ciel profond, sur des galaxies, sur des champs lointains, mais il peut également travailler sur des comètes. J'ai un témoin ici dans l'Assemblée, qui est mon étudiant, qui travaille sur le spectre de cette comète-là avec des données du James Webb. Donc on a ici en exemple un spectre du James Webb de cette comète-là. Si on zoome dessus, vous voyez ces belles petites raies, des raies moléculaires qu'on peut observer et qui nous apprennent plein de choses sur les molécules présentes. C'est la signature de la molécule qui est présente dans la comète. Alors bien sûr, il y a plusieurs molécules. Ici, je vous présente un spectre de laboratoire que j'ai fait. Alors c'était en 2012, je crois, à l'époque où j'étais à Lille. C'est un spectre en micro-ondes. Donc on a pris une molécule, cette molécule-là, le diméthyléther. C'est doublement deutéré. Ok, donc c'était plus tard, c'était en 2015, je pensais là. Ici, au lieu d'être de l'hydrogène, c'est un hydrogène un peu particulier. On appelle ça un isotope de l'hydrogène. Bon, c'est pas important. Cette molécule-là, on la bombarde d'un rayonnement micro-ondes. Donc c'est un petit peu comme si on la mettait dans votre fond micro-ondes. Hein. Et puis on appuie sur le bouton et on récupère la lumière en retour qu'elle va émettre. On obtient ce spectre-là. Alors, je ne sais pas comment je peux démarrer la vidéo aussi, comme ça, très bien. Donc voilà à quoi ressemble un spectre quand on est vu de loin, et puis on va zoomer. Et vous voyez, tous ces petits pics, ce sont autant de raies qu'un spectroscopiste se doit d'analyser. D'accord ? Vous avez vu qu'il y en a beaucoup. Il y en a des milliers. Eh bien, quand on analyse un spectre, ces milliers de raies, on doit leur attribuer un code. Une espèce de code qui est unique pour chaque raie. Une raie ne peut pas avoir un code identique. Sinon, c'est que le modèle n'est pas bien défini. Et donc voilà, le but du spectroscopiste, c'est de faire ça. Donc le spectre de départ, on analyse nos petites raies. Ici, vous voyez, j'ai l'exemple de raies, alors même qui se dédoublent, hein, et on leur attribue des codes. Donc c'est le 633, le 524 qui va vers 633, voilà, et une composante E et une composante A. Voilà. Ça parle à personne, mais c'est pas grave, c'est pour vous dire on a mis une étiquette. Et de faire ça, ça permet en fait de faire tourner un modèle physique. Ce modèle physique, il est basé sur une équation, l'équation de Schrödinger. Je vous ai présenté tout à l'heure M. Schrödinger. Et cette équation, qui apparaît simple comme ça, je vous assure qu'elle ne l'est pas en fait si on creuse, eh bien elle va permettre de reproduire les spectres expérimentaux, de les modéliser. Sauf qu'on aura l'avantage de pouvoir modéliser à la température qu'on veut, avec des conditions expérimentales qu'on veut. C'est l'avantage quand on travaille numériquement, informatiquement et donc avec des modèles physiques, on peut un petit peu après faire ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on a besoin de spectres expérimentaux.
Et donc, après, quand on a fait ça, quand le scientifique a pris son spectre de laboratoire, qu'il l'a analysé, qu'il l'a mis dans son modèle physique et qu'il a fait tourner, qu'il a reproduit un modèle, eh bien, on le donne aux astronomes et on leur dit, ben voilà, j'ai ça, est-ce que vous pouvez me le chercher? Et donc, eh ben, les astronomes, ils ont plein de data, on appelle ça des data surveys, des catalogues où il y a plein de données qui ont été enregistrées, puis on va fouiller dedans et on va regarder. Et donc là, vous avez ici une région que les astronomes amateurs vont bien connaître, qui est, bon, c'est surtout une région qui est australe, c'est Rho Ophiuchus, elle s'appelle. Donc c'est des nuages de gaz moléculaires. Mais il y a une petite zone dedans avec une composante, on ne la voit pas ici, mais une petite composante binaire de proto-étoiles binaires, c'est-à-dire des étoiles en formation, et elles sont deux. Ok, génial. Eh bien, en observant donc, dans des données ici, eh bien, on a pu comparer, donc pour le diméthyléther doublement deutéré dont je vous montrais, mais là, c'est pour le monodétéré, ça. Eh bien, on a pu voir, voilà, vous voyez, la courbe rouge et la courbe noire, qu'elles coïncident plutôt pas mal, et en gros, ça veut dire, on a fait une détection. C'est-à-dire que ces pics-là, qui n'ont pas la même définition que ce que nous, on fait en laboratoire, hein, parce que là, on observe avec des ondes radio, puis loin, quand même, dans le milieu interstellaire, eh bien, on arrive à faire correspondre, et ça veut dire qu'on a trouvé cette molécule dans le milieu interstellaire. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, bon, je pense qu'il y a une question qui est légitime, c'est la première question que ma famille souvent me pose, à quoi ça sert? Parce que voilà, c'est bien chouette, le diméthyléther, ça parle à personne. Pourquoi essayer de trouver ce genre de molécules? Eh bien, c'est parce qu'en fait, on est à la recherche quelque part du vivant. Nous, on travaille sur des briques élémentaires. On a ici un atome, l'atome de carbone, hein, simple atome. Ensuite, on va avoir une molécule, comme on a vu tout à l'heure, le CO. On va essayer de détecter des trucs plus compliqués, des molécules organiques complexes. Le diméthyléther en est une, par exemple. On a ici une autre molécule organique complexe. Et ensuite, ces molécules organiques complexes, quand elles sont plus grosses, on peut avoir des acides aminés. Et les acides aminés, c'est quoi? C'est la base de quoi? Ben, c'est la base des protéines. Et ainsi de suite. D'accord? Jusqu'à l'arrivée peut-être de la découverte du vivant dans le milieu interstellaire. Alors, il faut savoir où chercher quelque part. Je vous ai montré des images d'étoiles en formation. Et tout à l'heure, je vous parlais du James Webb. Le James Webb, une de ses spécialités, c'est de fouiller dans les spectres des exoplanètes. Et donc, on a ici un bel exemple de spectre d'exoplanètes où le James Webb est capable de trouver de l'eau, du monoxyde de carbone, des silicates, enfin, du méthane, plein de molécules. Alors là, on se dit, c'est quand même fort. Une exoplanète, comment on peut arriver à savoir ce qu'il y a dans l'atmosphère d'une exoplanète, alors qu'une exoplanète, ben, qu'est-ce que c'est une exoplanète? Une exoplanète, c'est une planète qui va tourner autour d'une autre étoile. Donc c'est déjà dur. Une étoile, c'est un point. Aussi grosse qu'elle puisse être, 99,999% des étoiles qu'on voit, elles peuvent être résolues que comme des points, même avec les plus gros télescopes au monde. Eh bien, on arrive quand même à avoir la composition de l'atmosphère des planètes qui orbitent autour. Moi, je trouve ça fort. On a ici une belle vue d'artiste de cette planète. Et là, je vais vous montrer une vidéo, petite vidéo, hein, c'est pas long, de ce que c'est un transit d'exoplanète. On a besoin de comprendre ça pour comprendre comment on analyse une atmosphère d'exoplanète. Vous voyez, la planète, elle passe devant l'étoile. Du coup, le flux lumineux que l'observateur reçoit diminue d'un coup. Et en plus, si elle est passée devant et qu'elle a une atmosphère, il y a une partie des photons qui vient vers nous, qui est passée dans cette atmosphère. Donc, il y a une partie des photons qui a été absorbée et qui nous arrive. Et bien, c'est cette absorption que l'on va détecter. Vous voyez, vous vous rappelez ces fameuses raies noires dans les spectres? Et bien, on va les avoir ici, mais pas pour le Soleil, pour une autre étoile. On va les avoir et ça sera des indices. On va les avoir, pour une autre planète, et ça sera des indices de ce qui se trouve dans l'atmosphère de la planète. Alors, le James Webb, il va faire ça, il va analyser des transits dans plusieurs longueurs d'onde. Hein, vous voyez ici, plusieurs longueurs d'onde, il va faire, et on va obtenir du coup des spectres comme ça sur plusieurs. Alors, chaque point, c'est un point de mesure. Donc, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps, sachant que les heures d'observation du James Webb, elles valent de l'or.
Ça prend du temps de faire des spectres comme ça, mais voilà, on arrive à avoir de super spectres avec une précision incroyable. Et donc, ceci va clôturer un petit peu cette conférence. Je finis là-dessus pour un petit peu de pub, parce que du coup, avec Vincent, ici présent au premier rang, on a écrit un livre qui parle un peu de tout ça. Il est sorti le 23 avril. Avec grand plaisir, nous avons reçu un prix de l'Académie des Arts, des Sciences, des Belles Lettres de Dijon. Une belle médaille. Cette médaille qu'on a reçue, on était très fiers. D'autant plus qu'un des récipiendaires de cette médaille, il y a quelques années, était un certain Jean-Jacques Rousseau. Donc il a la même médaille que nous, donc on est assez contents. On a la même médaille que lui, ouais, c'est mieux dans ce sens quand même. Le livre, il est aussi labellisé Année de la physique, et dernière chose, mais pas des moindres, il a été préfacé par cette dame-là, cette grande dame-là, qui est Anne Lhuillier, qui est prix Nobel de physique 2023 également. Et voilà, c'est la deuxième française seulement à avoir un prix Nobel, deuxième femme française à avoir un prix Nobel, et la cinquième seulement mondialement à avoir un prix Nobel. Donc c'est pas rien, on en est très fiers. Et donc je finis sur cette belle image de M31 entourée de nuages de gaz. Et je vous remercie pour votre attention. Maintenant, si vous avez des questions...